Een ongelooflijke aanslag op de natuur, op de dieren en op de mensen. Dit moet stoppen. Well, I was surprised one day to look up and see these, what I thought were contrails from jet planes. We do know that they do have an exhaust, and you can see the exhaust. It might last about 15 or 18 seconds. But this was something new. First of all, it lasted for an hour or more. And then it also was quite broad. And if you looked at it carefully, you can see it dripping. It's like a liquid dripping off of it. But actually, I didn't really know what it was until someone mentioned to me that these were not contrails, they were chemtrails. Chemtrail was a name given to them because they thought it had chemicals in it. The trails that persist that I've seen over the last few years are very different to any trails that I've ever seen before, and I do not understand how they persist so long. It's normally a contrail would last 1 or 2 minutes or maybe 5 minutes, but to look up into the sky and see a trail slowly drift by for an hour is very unusual. The thing which really aroused my suspicion the most was when I was sat working at my computer quite late in the evening, as I often do. It was a summer's evening. It was 9:45 in the evening, June the 10th, 2005. I looked out to my right, out of my little computer room window, and I saw a grid in the sky, a grid of trails, almost perfectly square. So I got out my camera, I took a couple of shots. What was causing this grid of trails? Why was it in a grid shape? Why was it parallel lines? I hadn't seen the air traffic which had created this. How can you get a grid of trails in such a short space of time? These trails and this grid were formed in a period of about 15 minutes, I would say. And to have that much air traffic, in other words, 4 aircraft coming directly over my house in 15 minutes, does not happen. La première fois que j'ai vu des chemtrails, donc en France, c'était ici, dans l'Aveyron, au-dessus de la vallée du Lot, le 16 mai 2002. J'ai noté la date parce que vraiment, ça m'a paru très important, en fait. Ce que j'ai senti, c'était une augmentation immédiate de la température, en tout cas de l'effet de lourdeur. L'atmosphère beaucoup plus lourde que d'habitude, orageux, mais pas un vrai... légèrement différent de ce qu'est un vrai temps orageux, naturel. On finit maintenant par perdre les repères naturels complètement, du moins de ce qu'on connaissait auparavant. Et donc on dit il fait lourd, il fait chaud, mais on ne se rend pas compte que
le premier effet de chaleur, il est produit par ces traînées. Pour moi, c'est net. Là, on voit... What I've noticed in the last 10 years is that something has changed up there, and the sunbathing opportunities, such as they are, have been reduced because we have this nuisance occurring quite often now of quite strange, obviously parallel to the aircraft condensation trails, but quite strange looking condensation trails which seem to spread out and become quite pervasive, so they cover a large area of sky, and if there are several of them at once, after a while they blot out the sun. My name is Dr. Nikos Katsaros. I am Director of Research at the National Center of Scientific Research Demokritos in Athens, and I am concerned about the chemtrails. We have a large number of people that they have either taken photographs or taken videos, or they have witnessed that in the areas over the island of Aegina, over the city of Salonika, the city of Athens, Chania, Kalamata, Volos, and other places in Greece, many people, they have observed trails from airplanes that they stay on the sky for a long period of time, and by no means they are being the same as the ones that they call contrails. The main difference is that these kind of trails, they remain in the sky for a very long period of time, hours, or in some cases even for a whole day. Les traînées de condensation classiques ne restent jamais longtemps et suivent toujours des couloirs identiques. On a beaucoup les États-Unis, les vols américains qui nous survolent, les Antilles. Bon, c'est presque toujours les mêmes parcours qu'on a les vents d'ouest. Quand les vents viennent d'est, ils ne nous survolent pas en général. Et les traînées ne restent jamais bien longtemps. Parfois, il n'y a pas de traînées du tout. The other differences which I can also mention between contrails and chemtrails is that the chemtrails show a much greater variation in their look and the way that they behave than contrails. You get different types of trails. You get feathery trails, you get billowing trails, you get trails that turn into what look like cirrus cloud. We've also now started to observe chemtrails with apparent shadows, black chemtrails. We also see them from space. We can see them on satellite pictures. Aircraft trails should not be visible on satellite pictures. C'est d'ailleurs sur des photos satellites que nous verrons des traces de chemtrails de plus de 25 ans. Where they start more or less the same, sometimes the airplane seems to shoot out 4 of them at once, so that they're quite thick. So it's a sort of band of 4 trails at once. And then they seem to get
thicker, and then they seem to start to break out and become much more wide, fluffy, like sort of marshmallow or cotton wool. And then they hang around, and this is the point, they hang around then in that state without changing at all almost for anything up to an hour. Et quand l'épandage est massif, les halos solaires sont très très puissants. Et quand il n'y a pas de traînée ou simplement des cirrus, les halos sont beaucoup plus faibles. Et parfois, il n'y en a pas. Les halos solaires peuvent s'expliquer par le phénomène d'irisation. Le prisme, comme on apprend en chimie, c'est des très fines gouttelettes de glace et tout. Quand c'est des cirrus tout court. Alors, quand il y a des produits d'épandage, on peut penser qu'il y a d'autres particules qui se mêlent aux cirrus, d'où cela favorise les halos. Ik heb dus inderdaad contact gehad met een aantal wetenschappers. Meestal omdat die ook in de krant komen. Omdat in het interview er ook meestal een kadertje staat met een uitspraak van een professor. En als ik die professor dan contacteer, dan zegt hij, ja, maar dat is toch geen probleem, dat is gewoon condensatie. Dan zeg ik, ja, condensatie op 10 kilometer hoogte, maar die verdwijnt. Ik heb het over strepen die op 5 kilometer hoogte worden geproduceerd en die gans de dag blijven hangen. En dit kan echt niet wetenschappelijk verklaard worden. En dan, ja, dan haakt men af. Men heeft er geen aandacht voor. Men ziet het niet. Men ziet het niet, ja. If you look at the phenomenon in general, you cannot explain it by just burning fuels by aircraft and temperature and humidity of the air. Those contrails cannot last long. So any persistent contrail must have other explanations. Everybody in the scientific community in Greece that they were involved with this kind of trails, they agree that they have no relation with the contrails. As a scientist, I have no doubt at all that there is a comparison between chemtrails and contrails. They are two entirely different phenomena. La fréquence, elle est complètement aléatoire. En fait, c'est vraiment très souvent, presque tous les jours. Mais il y a des jours sans, Dieu merci. Almeno per quanto riguarda l'ultimo anno, le operazioni di aerosol sono diventate una costante. Se fino a qualche anno fa era un'eccezione una giornata con le cosiddette scie chimiche, adesso è il contrario. Quindi normalmente abbiamo delle giornate che sono prive assolutamente di qualsiasi tipo di attività di irrorazione. Le possiamo contare queste giornate 3-4 giornate al mese se siamo ottimisti, altrimenti anche meno. Effettivamente quando arriviamo alle 9-10 di mattina già si cominciano a veder passare i primi aerei e nell'arco di poche ore il cielo è completamente coperto da uno strato uniforme che oscura il sole. Quindi è una costante ormai non avere più delle giornate di sole vero, ma delle giornate semi-oscurate o oscurate completamente. Tant'è che alcune volte all'1 del pomeriggio i lampioni della strada sono accesi. Questo indica che comunque la luminosità è tale da far accendere i lampioni delle strade automaticamente per via dell'oscurità. Yes, it's quite inconsistent. I find, for a start, on some days you don't see them at all. And it's not as though there's a particular weather, because I've been sort of observing this just as a lay person. I have no scientific training at all.
but I'm just curious and I want to know what they are. So I've been observing them for the last few years, and so I tend to take note of the kind of weather situation on any particular day when they're appearing, and also when they're not appearing, because when they're not appearing is as interesting as when they are appearing. And it's not consistent from day to day and according to particular weather patterns. So I'm already doubtful that one can associate them with particular atmospheric conditions or winds blowing or contrast between temperature up above and earth temperature and all those things, because it's not consistent according to the weather on any particular day. Dus over de frequentie van die chemtrails, ik ben dat, laten we zeggen, bewust beginnen registreren sinds ongeveer 2 jaar. En dus er zijn van die sproeidagen. Dus als het een open weer is, dan begint men te sproeien, vooral 's morgens vroeg. Soms nu ook 's nachts, maar vooral 's morgens vroeg. En ongeveer, ik denk dat er een kleine 100 dagen op de 365 gesproeid wordt. En revanche, ce qui a changé depuis 2 ans, ce qui a changé particulièrement, c'est l'amplitude et le fait qu'on a des passages et des repassages sur le même secteur aérien. On a des passages et des repassages d'appareils d'aéronefs volant entre 2000 et 6000 mètres. And then I thought, well, if they're coming out of the exhaust of an aeroplane, there must be something different in the fuel to explain, you know, this new phenomenon. But then I think to myself, well, if it is a new form of fuel or some additive in the fuel, and I don't know whether additives in the fuel would be acceptable, so I don't know, this is just a question, then why don't all aeroplanes, under the same atmospheric conditions, produce the same types of trails? If you ask me about the metallic particles, how can they be added to the contrail, there are, I think, a few possibilities. Of course, the most easy one could be to just exhaust them in the exhaust fumes. Yeah? That is one possibility. You could also put them in the fuel. I think if there is just a very small atom or a small molecule involved, then it is basically not a problem to add it to the fuel and just to burn it together with the carbon fuels, and then they immediately come into the exit fumes. I think this is possible. As a pilot, you don't have any control over what actually goes in your tank. Someone drives up with a fuel bowser and you take so many hundreds of tons or tens of tons and you get a chit and that's the end of it. Alors, de ces produits. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Bon, tous ceux qui ont un petit peu cherché sur le net, ils ont trouvé barium, oxyde de barium, ou chlorure de barium plutôt, oxyde d'aluminium, de titanium, etc. Some scientists with whom we have been collaborating through correspondence, they have told us that in the universities in the United States, they have carried out these kind of experiments, that they either sent small planes and collected the samples from the air, and then they analyzed them. From the gases they collected from the sky, they analyzed and they found in high percentage quantities of aluminum and barium, which we know that they have this kind of effect to the human health and also to the environment. Le scie contengono diversi metalli e poi dirò perché. In maggior parte viene disperso trimetilalluminio, che è un metallo in forma liquida e quindi può essere usato come additivo nei carburanti. Poi viene utilizzato un altro additivo particolare che contiene sali di bario e quindi troviamo bario e alluminio se facciamo dei rilievi in atmosfera
o del terreno o delle piante. Troviamo grossi quantitativi di alluminio e bario soprattutto, ma troviamo anche rame, titanio, litio, che è un componente che si usa nelle batterie di ultima generazione, e carbonato di calcio, che in questo caso non è un metallo ma serve per rendere sterile il terreno. Het gaat over chemische producten, ethyleen, dibromide, mycoplasma, schimmels enzovoort, en over virologische producten. Sono state fatte delle analisi, certo, sia in Italia sia all'estero sono disponibili anche attraverso la visualizzazione del nostro sito, del nostro blog e siti collegati, analisi chimiche che sono state fatte sia per il terreno, sia sulle piante, sia nell'aria, analisi che evidenziano la presenza dei metalli di cui ho parlato prima. C'è per esempio anche un'analisi importante, uno studio importante che è stato eseguito nel 2003 per conto di privati e a spese di privati, ed è stato eseguito dal CNR, Centro Nazionale per le Ricerche Italiano, e questo studio evidenzia la presenza di titanato di bario, di alluminio, di rame e di ossido di titanio, oltre che carbonato di calcio. E in genere tutte queste analisi che sono state fatte da privati e non da enti statali o comunque istituzioni preposte alla tutela dell'ambiente, questi studi concordano e evidenziano tutti la presenza dei classici metalli che vengono spesso definiti come quelli dispersi con le irrorazioni clandestine. Ici en France, les autorités, disons, on ne peut pas avoir encore d'analyse officielle, puisque par exemple Air Paris, qui mesure la qualité de l'air à Paris, n'a pas jugé bon de mesurer les concentrations d'aluminium, de barium et autres produits qui sont probablement utilisés dans les épandages. Pour en avoir le cœur net, nous prélevons des échantillons de sol dans 3 parcs et jardins parisiens pour les faire analyser par un laboratoire spécialisé. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il y a bien du barium et de l'aluminium dans les bacs à sable de Paris. Dus dit alles komt in de atmosfeer, daalt neer op de aarde en beïnvloedt ons allemaal. Je ziet overal de ziektes toenemen. We zijn nog nooit zo ongezond geweest als nu. Doodziek zijn we. Quite a number of people, after they have observed the chemtrails, they claim that they suffer from headaches, dizziness for days. Some of them, they had also problems with the skin, like other allergies, and some of them, they were feeling weak and tired for more than a week. Suite au premier épandage que j'ai constaté, donc le 16 mai 2002, la semaine d'après, dans les jours qu'on suivi, pratiquement tous les enfants des écoles du coin étaient malades. Donc des gastro et des problèmes pulmonaires au mois de juin, fin mai, début juin. Tout d'un coup, tous les enfants malades. Bon, il faut croire qu'on s'acclimate un petit peu. C'est vrai qu'il y a énormément de gastro, beaucoup plus qu'avant. On ne peut pas savoir si évidemment, c'est sans doute pas le seul facteur, hein, mais ça doit accentuer les terrains fragiles ou fragilisés par d'autres raisons, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. On n'a pas les moyens, on va constater des courbes, hein, effectivement. Bon, c'est vrai que le plus flagrant, ça a été les écoles quasi fermées, hein, la semaine qui a suivi les premiers épandages ici. Alors, les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce qu'il y a des chlorures, il y a des sulfates de barium, il y aurait des sels d'aluminium, il y aurait des sulfates de fer. Donc tout ça ne peut pas beaucoup cohabiter avec la nature. Donc on mange des aliments forcément souillés par ces sels. Et à long terme, il y aura un effet sur la santé, inévitable. Alors voilà, j'ai des taches jaunes et blanchâtres, un peu bizarres sur mes pieds de cornichon.
Je suis un peu inquiet, je me demande si ça ne vient pas du ciel. Avec des histoires de sel de barium ou... Et ça peut pas être des maladies Ah non, parce que ça marche, ça va toujours bien. Je pense pas que ce soit des maladies. En 2007-2008, j'ai été très malade, tellement que voilà, ils sont cherchés un petit peu plus loin. Et très vite, j'ai été diagnostiquée spondylarthrite ankylosante, donc à l'âge de 41 ans. Et le médecin que j'ai vu, il m'a dit c'est incurable. Alors là, j'ai contacté un médecin sur Paris qui fait des recherches parallèles, qui cherche plus loin, et qui m'a fait faire des analyses où très vite on trouvait que j'avais des métaux lourds dans le sang, dans le corps, un certain nombre de bactéries assez étranges, donc métaux lourds, aluminium, palladium, nickel, un peu de mercure. Pour les bactéries, donc Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma pneumoniae. Un soir, je suis derrière l'ordinateur et j'aligne les trois mots métaux lourds, dioxyde de soufre et Chlamydia pneumoniae. Et donc, comme d'habitude, sur Google, il y a toute une liste de possibles recherches et je clique sur le premier, peut-être le deuxième, j'en sais plus. Et c'est du... là, je commence à lire l'article et... Alors là, je tombais de nu, il me parle que ces substances-là tombent du ciel. Et il parle des chemtrails. Alors là, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. Du coup, j'ai lu la description. Après, j'ai tapé donc, sur le mot chemtrails sur Google et je suis tombée sur plein de vidéos, photos qui montraient des tracés d'avions dans le ciel qui restent et qui persistent et qui seront chargés des substances comme le Chlamydia pneumoniae, comme le Mycoplasma pneumoniae, comme l'hydroxyde d'aluminium. Et alors là, à partir du 1er septembre, pendant 3 semaines, je n'ai pas dormi. C'était dans la possibilité que ce soit vrai, en fait, toutes mes références de vie, tous les décors de la vie tombaient. Et au bout de 3 semaines, je me suis fait une raison. Je dis, c'est possible que ça soit vrai. Et c'est pas en question j'y crois ou j'y crois pas, je veux guérir. Et apparemment, je dois en savoir plus de ces choses-là pour pouvoir guérir. Dus bepaalde mensen hebben daar echt heel veel last van, vooral kinderen, kleine kinderen. Er zijn mij verschillende gevallen gesignaleerd van ouders die met hun kind, omdat het ademhalingsproblemen heeft en moet hoesten, naar een ziekenhuis gaan, naar de spoedopname. En daar zijn dan plotseling vele ouders, ook met hun kinderen, die dus op een zeer directe en fysieke manier last hebben van dus al die vuiligheid die in de atmosfeer wordt gesproeid. En dus in verschillende getuigenissen over Hangs de wereld wordt dit bevestigd. En nogmaals, als men ziet welke ziekten er zijn, van ademhaling, van Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose, ADHD, autisme, kanker, ongelooflijk. In Vlaanderen mag 30 tot 40% van de bewoning zich voorbereiden op een toekomst als kankerprocent. Dit is bijna 1 op 2. 1 op 2. Et on ne fume pas, on ne boit pas, on ne comprend même pas pourquoi on est malade, mais on est tenu responsable pour ça. Et personne enquête vraiment, mais comment ça se fait que soudainement, il y a tant de gens malades? Comment ça se fait? Pourquoi? En er is niemand die zich de vraag stelt, hoe komt het dat wij nu in zo'n ongezonde samenleving zitten? Hoe komt dat? Wel, dat heeft natuurlijk te maken met de algemene chemicalisering van onze omgeving. Van wat er in ons voedsel is, van in de kledij,
van wat er in onze drank komt. Maar vooral, en daar ben ik dus echt van overtuigd, iedere dag meer en meer van de chemische vuiligheid die men via de chemtrails doelbewust, opzettelijk, systematisch in onze atmosfeer brengt. En daar moeten we echt iets aan doen. Queste cose sono confermate anche da diversi studiosi all'estero, come anche Michael Castle, la tossicologa Hildegard Steininger, e sono sicuramente degli eventi collegabili a un morbo, a una patologia della pelle che è definito morbo di Morgellons, che è molto diffuso negli Stati Uniti e si sta diffondendo anche in Europa, e conosciamo diversi casi in Italia. Il y a des très grandes chances que cela vienne d'abord du Pentagone et ensuite par les pays satellites qui gravitent autour du Pentagone, les militaires essentiellement pour moi, pas les civils. Alors par contre, il peut peut-être avoir certains avions civils affrétés par l'armée ou qui ont un arrangement avec l'armée qui pourraient emporter des composants chimiques dans le carburant, parce que ça ne nuit pas à la marche de l'avion, hein, c'est qu'un additif. Che ho notato in effetti che nel giro di pochi mesi gli aerei che rilasciavano scie sono aumentati in maniera esponenziale, il che significa con certezza che non poteva essere un traffico civile. Là, tout ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y a un lien entre ces épandages et des activités militaires. Par exemple, intérêt de rendre l'air plus conducteur pour la conduite radar ou pour les transmissions de fréquences. Les sources existent, des sources de brevets aussi sur la composition des épandages, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des brevets et ces brevets sont effectivement, semble-t-il, utilisés. Voici quelque chose d'un grand intérêt. Un brevet déposé par, je vérifie le nom, par Hughes Aircraft en 1991, qui indique clairement, je lis le texte original, une solution au problème du réchauffement climatique consiste à répandre des particules métalliques dans l'atmosphère. Ce qui suit est aussi très important. Une technique pour répandre ces particules métalliques serait d'ajouter de minuscules particules dans le kérosène des avions de ligne. Donc ça concerne aussi les avions commerciaux, pas seulement les avions militaires. Je continue. De sorte que les particules soient émises par les moteurs de l'avion lorsqu'il vole à son altitude de croisière. Ce brevet est très important. Il est détenu par une société privée travaillant pour les militaires. C'est même l'un des principaux fournisseurs du Pentagone et de l'OTAN, mais aussi de la NASA. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi font-ils ça? Il y a une fois un jeune militaire qui venait de faire son engagement dans l'armée. On parlait de ça, comme ça. Et il me dit, mais ah oui, on appelle ça la guerre non conventionnelle. D'un ton tout naturel, à l'armée, c'est normal, ça s'appelle la guerre non conventionnelle. Les pilotes de ligne, eux, m'ont à tous affirmé, tous ceux que j'ai pu interroger, que depuis l'an 2000, ils sont obligés de voler au-dessus de 8000 mètres d'altitude pour tous les vols, même les petits vols. Les cours Rodez-Paris, hop, il faut décoller, grimper à 8000, y rester 10 minutes et redescendre. Donc, les traînées et convois qui sont émises par des avions qui naviguent nettement en dessous de 8000 mètres ne peuvent pas être des traînées produites par des avions de ligne, ceux qu'on peut répertorier si on va chercher dans les registres des aéroports. Non sono aerei di linea, sono in gran parte aerei militari.
tant'è vero che gli aerei militari hanno delle quote assegnate che non superano mai i 6.000 metri e sono comprese sempre tra i 1.500 e i 6.000 metri. L'altitude entre 2000 et 4000 mètres dans l'espace aérien, c'est celle des couloirs militaires. Nous avons filmé ces chemtrails en Provence. Difficile de croire qu'à cet endroit et à cette altitude, ce sont des avions de ligne qui sont responsables de ces traces rapprochées perdurant des heures. Et elles apparaissent de façon irrégulière dans le temps. Difficile de croire qu'à cet endroit et à cette altitude, ce sont des avions de ligne qui sont responsables de ces traces rapprochées perdurant des heures. Et elles apparaissent de façon irrégulière dans le temps. Je voyage beaucoup. J'étais en Croatie le lendemain du jour où cette république de l'ancienne Yougoslavie a rejoint l'OTAN. Je me souviens que mon partenaire commercial pointa à un moment son doigt vers le ciel et s'étonna. Qu'est-ce que c'est que ces traces? Et je me dis en moi-même, ça y est, ils ont commencé là aussi. Soyons réalistes, aucun pays individuellement ne peut organiser un tel système sans qu'il y ait des fuites. C'est donc forcément une organisation supranationale. C'est la seule possibilité. Op basis van het feitenmateriaal wordt het met de dag duidelijker dat het militaire establishment de werkelijke verantwoordelijke zijn voor deze chemtrails. Zij hebben de vliegtuigen, zij hebben de middelen, zij hebben de organisatie en zij hebben ook de plannen daartoe. Dus dit is heel duidelijk aan het worden. So we tried to get information from the military, and they just denied it. They said was no such thing, it was our imagination. Si les militaires répandent, entre autres, du barium, ils doivent forcément l'acheter quelque part. Nous avons l'idée de visiter le site internet des marchés publics de la Défense nationale en France. Après quelques recherches, la chance nous sourit. Nous trouvons un appel d'offres de la Direction générale de l'armement pour 10 tonnes de sulfate de barium. À quoi peut bien leur servir une telle quantité? À la déverser dans l'atmosphère? Nous retournerons sur le site quelques semaines plus tard. L'annonce a disparu depuis notre visite. Bizarre. Les militaires ont-ils quelque chose à cacher? Et les chemtrails sont-ils un canular, comme le prétend l'US Air Force dans une brochure officielle? If military say that this is a hoax, they could be right. I don't think so. I think it is a real phenomenon, and I think we should discuss it. Of course, if I were involved in this experiment and I had the intention of not letting everybody in on the experiments, I would also say that this was a hoax. But I'm not convinced. Ik heb een vriend die gedurende jaren met F-16 gevlogen heeft, dus een militair toestel, die nu in de burgerluchtvaart zit, die dus duizenden uren in de lucht gevlogen heeft. En die zegt, ni vu, ni connu, ik weet niet waarover u het hebt. En bijna alle piloten zeggen, we weten niet wat chemtrails zijn. Er is voor ons echt geen vuiltje aan de lucht. Now, some information has been leaking out. Some of it is, there's always a propaganda. The military has a way of telling you they're doing something good. And so one of the explanations for this is that it's a counter to global warming, and that by putting metals into the air, they can reflect the sun's rays upwards and away from the earth. And so this is an effort to cool the earth. It doesn't make much sense mathematically if you look at the surface of the air over a city, and you know these little lines are not going to reflect very much sun back. So I really don't buy that.
effectivement, quand ils épandent de l'aluminium, ça va augmenter, sur une couche déjà nuageuse, ça va augmenter l'albédo, donc la réflexion des rayons solaires, donc augmenter le froid. Mais ce qu'on nous balance le plus souvent, c'est du barium, de chlorure de barium. Et c'est donc ce qu'il y a dans ces petits sachets dessicateurs là, hein, qu'on trouve dans toutes nos boîtes de chaussures, d'appareils photo. Ça a pour propriété d'absorber l'humidité. Toen ik al abnormaal veel beweging zag in die zin in de lucht boven de plaats waar ik woonde. Het heeft dan nog een paar jaar geduurd tegen dat ik daarop werd gewezen. En het heeft dan nog een tijdje geduurd tegen dat ik het werkelijk wilde geloven. Dat die zaken bestaan en dat die zaken inderdaad dus wel degelijk schadelijk zijn. Want in zaken plantvitaliteit en boomvitaliteit krijgen we een eigenaardig fenomeen. In die zin dat bomen in het voorjaar zeer moeilijk op gang raken. En in het najaar, of liever in de zomer, reeds zeer vroeg hun blaren beginnen te verliezen. Wat wijst op een tekortkoming in zaken immuniteit. En we zien ook een continue uitbreiding van ziekteplagen, wat op zeer eigenaardige redenen wijst. Tous ceux qui cultivent la terre, jardiniers, agriculteurs, constatent, sans forcément faire le lien, que la terre se dessèche terriblement vite. Beaucoup plus vite qu'auparavant, dans les mêmes conditions de pluie, etc. Eh bien, c'est simplement qu'il y a ce chlorure de barium qui absorbe l'humidité, qui la tient en rétention dans l'atmosphère. Et il faut savoir une chose qu'on oublie trop souvent de nous dire, que le facteur numéro 1 de l'effet de serre, et de loin, c'est la vapeur d'eau. Donc, tenez des particules d'eau en suspension dans l'atmosphère, et qu'est-ce que vous allez faire localement? Vous allez augmenter l'effet de serre. Donc, la chaleur, l'augmentation de température localement, elle est produite par les chemtrails. L'effet des chemtrails sur les plantes, enfin en faisant la relation directe, ce que j'ai pu observer, c'est des formes de dessèchement des feuilles. Par ailleurs, il est clair que par temps d'épandage répété, on a un phénomène de croûtage de la terre. Je ziet het ook in de natuur. Bomen, sterke bomen, die beginnen te sterven. En men legt dat uit waarom. Rond een boom is ook een elektromagnetisch veld, die normaal gezien moet draaien met de zon mee. En ten gevolge van vooral de zware metalen en de straling die er opgestoken wordt, draait dat elektromagnetisch veld andersom, negatief, dus tegen de zon in. En dat heeft voor gevolg dat die bomen sterven. We hebben ook, zowel in België als over Hans de wereld, massale sterfte bij de bijen. Massale sterfte. En ook dat is de gevolgen van de chemtrails en de straling die er opgezet wordt. Want die bijen die vliegen op het elektromagnetisme en doorheen heel die actie wordt dat verstoord. Dus die raken verdwaald en die sterven. Donc toute la chaîne de vie sur Terre, les animaux, les humains, les plantes, les arbres, les insectes, tout le monde est touché, et sans distinction. Début août 2003, au moment de la fameuse canicule qui a tué tant de gens, et c'était le jour le plus chaud de cette canicule, on avait eu la bonne idée d'aller faire une excursion en famille au Plomb du Cantal. Donc on était parti la veille, on avait campé à 1 heure ou 2 heures de marche sous le sommet, et là on a pu voir des épandages, mais incessants, dès le petit matin, hein, et la température a augmenté considérablement. Même à 9 heures du matin, en haut du Plomb du Cantal, il faisait déjà une chaleur étonnante. Hein. Donc évidemment, quand on est redescendu dans la vallée, c'était pire que tout. Et donc, il y avait des quadrillages, ils sont passés sans relâche. Et les avions passaient sans relâche au-dessus de cette région un peu déserte qui sont les monts du Cantal quand même. Au tout départ de l'histoire, j'étais tout à fait accueillant à la théorie de l'épandage
pour limiter l'effet de serre ou pour réverbérer le rayonnement solaire et nous accorder une température bienveillante. Mais quand j'ai constaté des épandages de nuit qui effectivement créent un ciel voilé, donc un effet de serre local, je me suis mis sérieusement à penser qu'il y avait quand même anguille sous roche par rapport à la théorie effet de serre. There's another more technical explanation that says it's being used for over-the-horizon radar. So these make pathways in the air so that the radar can follow it around a bend. And so they use it, they say, to protect airports and that sort of thing. I don't know. Perché vengono usati questi metalli? Perché le scie chimiche funzionano nell'ambito delle attività di HAARP. HAARP, che in italiano si definisce una stazione per la sperimentazione delle alte frequenze in atmosfera, è una base, per la verità le basi nel mondo sono almeno 5, ma la principale si trova a Gakona, in Alaska, è composta da 180 antenne che, lavorando all'unisono, emettono delle frequenze verso la ionosfera, sparano delle onde elettromagnetiche verso la ionosfera, la riscaldano, la deformano e questa deformazione funge da una sorta di lente, di specchio, che permette di riflettere queste onde elettromagnetiche verso terra. Le scie chimiche servono come corridoio elettromagnetico per queste onde che vengono usate dalle stazioni HAARP sul tipo della stazione a Gakona. So I actually went up to Alaska to see the HAARP project. It's an array of transmission towers. They're about 80 feet tall and they're spaced in a rectangle like a grid. It's a huge array of monstrous towers, projection towers. They are synchronized so that they can concentrate a beam of radio frequency to the ionosphere, and what comes back is ultra low frequency, which they're using to do deep earth tomography. So they're studying the interior of the whole planet. Much of their money goes to that. They can find all kinds of underground facilities, and they are mapping the inside of the earth. They also pass these rays right through people. It's a low frequency range, which is very often in the range of the human nervous system, which is very worrying. Infatti si è recentemente verificato che le frequenze che passano dai 3 ai 12 Hz possono influire sullo stato d'umore. Intanto possono interferire sulla fase REM, quindi sul sonno e sul sogno. Possono inibire il sogno o far sì che il sogno sia differente. Possono far sì che una persona possa diventare depressa, apatica, allegra, violenta. Dipende dalla frequenza che viene sparata e riflessa con le scie chimiche verso il terreno e quindi verso i cittadini. Cosa fondamentale che avranno notato in molti è che le irrorazioni si fanno molto pesanti, vengono attivate proprio sopra i centri abitati. Quindi io penso che l'obiettivo principale non sia tanto la modificazione climatica, che è una conseguenza delle attività di irrorazione, ma il controllo della popolazione attraverso sistemi diversi. C'est ce que nous confirme un militaire hors caméra. Tandis que nous filmons ces images à Paris, nous constatons qu'un avion vient juste de passer au-dessus de nous. La trace s'élargit déjà, mais elle ne commence nettement qu'au-dessus de la ville. Comment est-ce possible? Comment l'expliquer autrement que par une intention volontaire?
Surtout que le lendemain, à Lyon, c'est pareil. La traînée ne flotte qu'au-dessus de la cité. One of the other key factors is broken trails. If you watch the chemtrails, you will quite often see that they break, that they're broken. You'll see some trail, then a blank space, then some trail. Now, there are only two possible reasons for a broken trail. One is that the aircraft turns its engine off temporarily. The other is that the air temperature and the air humidity varies over a small period of, over a small space, which doesn't happen because the wind currents would mix the air to be a uniform humidity and temperature over a small region. You wouldn't get small-scale variations, but you do see this with breaks in the trails. Nous reverrons ce type de chemtrail dans d'autres pays, comme ici à Gand, en Belgique. D'après notre militaire anonyme, c'est normal. Il y aurait près de 400 programmes de chemtrail dans le monde. I'm not sure how widely dispersed in the globe are these chemtrails. I can say where I've seen them, and I've seen them over England, I've seen them over Geneva in Switzerland, I've seen them over Paris, and I've seen them all over in North America, Canada, and the United States. Aux États-Unis, il y a même un site internet qui vend des alertes quotidiennes aux chemtrails. Nous ne pouvons juger le sérieux de cette offre. I remember coming in on a plane over Paris one time, and I never saw so many crisscrossed lines, all broad, all dripping, and they were above the clouds. And it was kind of scary because when you got down to the ground, there were clouds in the way, so you didn't get the full effect of this screening.
Qual è la situazione in Italia? Attualmente in Italia le attività di aerosol si sono intensificate in maniera notevole, specialmente nell'ultimo anno. Quindi attualmente direi che a livello del territorio italiano siamo ad una copertura totale. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est pas local, c'est partout. Quand on prend sa voiture et qu'on traverse la France, si c'est un jour d'épandage, il y en a partout. On peut les suivre, ils sillonnent le ciel de France et de partout où qu'on soit, on les voit. Le vent se chargeant aussi de faire dériver les traînées, mais on en voit, c'est hallucinant, on en voit partout, de ces avions qui épandent en même temps. À Paris, un jour de juin, nous laissons tourner la caméra pendant 1 heure, soit la durée d'une bande. En accéléré, le résultat est édifiant. Le ciel est couvert de ces traces qui ne disparaissent pas et dérivent effectivement avec le vent. Donc il y en a partout. Hein. Je ne connais pas d'endroit qui en soit exempt, que ce soit au-dessus des villes, au-dessus des campagnes, des montagnes et au-dessus de la mer. Au-dessus des régions côtières, les traînées se dissipent plus rapidement parce qu'il y a pas mal de vent, mais ils passent aussi. Hein. J'en ai vu pas mal au-dessus des côtes atlantiques aussi quand j'y suis allé. Sur l'Irlande, nous remarquons beaucoup de quadrillage à l'ouest de l'Irlande, très souvent au large, en mer. Voilà, parce qu'il y a des épandages en mer aussi, bien entendu, pas que sur les terres. Alors, par un satellite météo sur Internet, nous avons pu aussi mettre en évidence des épandages synchrones entre la France et l'Espagne. Donc il y aurait un degré de coordination important dans ces opérations. Allora, il progetto Chemtrace parte con l'idea di diffondere queste attività di aerosol in tutto il mondo. Quindi se il fenomeno ha avuto origine, almeno apparentemente, da quello che si ha da alcune testimonianze, in Canada e negli Stati Uniti, purtroppo abbiamo notato che a mano il fenomeno si è diffuso in Europa, poi per quanto riguarda i paesi occidentali, poi è andato ad espandersi nell'Europa orientale, nei cosiddetti paesi dell'est, comunque adesso è un fenomeno diffusissimo in tutti gli stati della NATO e abbiamo notato che purtroppo è un fenomeno presente anche in molti stati africani, dove tra l'altro ci sono temperature che non possono in alcun modo spiegare il fenomeno della condensazione, eppure molti paesi africani sono devastati da queste attività di aerosol. Ainsi, nous enverrons à plusieurs reprises à Casablanca, au Maroc. Cette fois, c'est au Moyen-Orient que s'étendent ces chemtrails, sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, bien au-dessus des nuages. Nous pourrions presque les toucher. Ik heb ondertussen geleerd dat er 2 soorten chemtrails zijn. Enerzijds de chemtrails die door militaire tankervliegtuigen worden gesproeid op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. En die stoffen komen relatief vlug naar beneden. Anderzijds heb je de chemtrails die geproduceerd worden door burgerluchtvliegtuigen, waar dus die stoffen in de brandstof zitten. En die stoffen blijven op de hoogte van ongeveer 10 kilometer gedurende 1 à 4 jaar hangen.